Ok, magnifique. Bingo. Allez. Bah, du coup, bonjour à tous. On va du coup faire une conf sur, faire la meilleure conf de l'année, pardonnez-moi, sur les CTF d'attaque défense ou comment perdre un paquet sur 4. Donc la conférence sera présentée par Lies Borinani, ici présent, et moi-même, donc Paul Dufour. Voilà. On skip, non? Alors, du coup, on va commencer par qui on est. Qui on est? Bah, du coup, on est des épithéens en 5e année, du coup, en majeur SRS. Pourquoi on a fait SRS? Moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout la sécurité avant. Mais je me suis dit, bon, ça avait l'air rigolo, donc j'y suis allé. Faut savoir que moi, j'aime beaucoup l'infrastructure. Et du coup, Lies, il préfère les CTF. Ouais, j'aime pas mal les CTF. Je fais pas mal de rétro-ingénierie avec HDFR, du coup. Voilà, CTF tous les week-ends. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir nous voir Ça, après. On aime pas mal. Et du coup, ouais, on va vous présenter quand même l'association avec laquelle on a fait le CTF d'attaque défense, qui est du coup HDFR. Donc, si ça vous intéresse les CTF, n'hésitez pas à rejoindre. Donc, on fait beaucoup de CTF toutes les semaines, donc c'est sympa. Et en fait, du coup, pour l'histoire, il y a un site en France qui s'appelle CTF Time, en France, dans le monde, qui recense les CTF qui arrivent. Et souvent, les CTF, c'est les types Géopardy. C'est en mode, il y a des exos, il faut flaguer les exos. Et puis, il y a certains CTF où c'est les types attaque-défense. On n'avait jamais vu. On s'est dit, c'est le moment d'y aller. On va essayer de regarder ce que c'est et de comprendre ce que c'est. Et du coup, là, on va vous expliquer comment ça se passe, les CTF d'attaque-défense, en quoi ça consiste, et comment s'est déroulé notre premier CTF d'attaque-défense. Et on parlera aussi du deuxième CTF d'attaque-défense, comment il s'est déroulé. Voilà. Donc le concept rapidement des CTF d'attaque défense, c'est donc les organisateurs nous mettent. Je sais pas. Je pense qu'il faut le mettre plus près. Ouais. Donc le concept rapidement, c'est qu'on a des services qui sont donnés par les organisateurs. Ces services sont vulnérables et il faut pouvoir les mettre, les déployer, mais également pendant justement la durée du CTF, essayer de pouvoir trouver les vulnérabilités qui ont été mises exprès et pouvoir y remédier justement. Parce qu'en fait, chaque équipe va pouvoir s'attaquer entre elles. Donc, chaque équipe peut réaliser des exploitations et donc justement pouvoir régler ces vulnérabilités va permettre d'éviter que d'autres attaques, d'autres équipes puissent faire des attaques sur ces services. Et à contrario, on peut également attaquer les autres équipes. Et du coup, il faut savoir que sur chaque service, il y a différentes vulnérabilités. Il y a les vulnérabilités qui sont simples à trouver, donc qui vont être rapides à fixe. Il y a les vulnérabilités qui vont être un petit peu plus compliquées, et les vulnérabilités qui sont globalement impossibles, que nous, on ne trouve pas, globalement. Et du coup, pourquoi faire un CTF d'attaque défense? Donc, pour vous, globalement, ça va être très enrichissant, parce que du coup, ça mélange de l'infrastructure avec du CTF, avec beaucoup de techniques d'attaque, de défense. On apprend beaucoup de choses. Et il se passe beaucoup de choses aussi très, très marrantes. On va vous raconter un peu ce qui s'est passé durant nos CTF d'attaque défense. Mais franchement, c'était plutôt rigolo. Donc les spécificités d'un CTF d'attaque défense, c'est au début, on va avoir ce qu'on appelle une grace période. Donc c'est une première période où justement les organisateurs ne vont pas directement vérifier la disponibilité des services. Et donc ça va permettre justement de se mettre en place. On peut également pas encore attaquer les autres équipes. Et donc il faut justement capitaliser sur ce moment, d'abord pour déployer ces services, parce qu'une fois que cette période sera finie, il y aura des bots qui vont vérifier justement si les services sont accessibles. Et donc, ne pas les avoir déployés à la fin de la grace période va faire perdre des points à l'équipe. Donc, il faut impérativement que justement ces services soient déployés. Oui, les bots, ils vont rajouter justement des flags sur les services que l'on déploie. En fait, c'est pour vérifier justement la disponibilité et permettre aux autres équipes, si elles arrivent à mettre des attaques en place, de justement montrer qu'elles marchent, qu'on puisse exfiltrer de la donnée. Ensuite, ce qui a déterminé le classement des équipes, donc on va tout d'abord retrouver le Service Level Agreement. Donc c'est une métrique qui permet d'avoir la disponibilité justement des services. Ensuite, on reçoit des points à chaque fois qu'une attaque passe. En fait, on va pouvoir voler justement les flags des autres équipes et les rentrer sur la plateforme des organisateurs, va nous donner des points. Par contre, si justement d'autres équipes nous volent des flags, là, on va perdre des points, on va se prendre un malus.
Et du coup, on va vous montrer un peu un scoreboard à quoi ça ressemble. Donc faites attention aux yeux, c'est assez gros, mais voilà. Non, ça ressemble à ça. Donc à chaque tick, qui sont les moments où on va vérifier, on a un temps du coup avant de vérifier les flags. Et à chaque tick, il y a des flags qui sont envoyés. Et donc à chaque tick, on aura pour chaque service qu'on doit déployer, donc chaque colonne c'est un service, on a 3 informations. Donc les points d'attaque, on peut voir que là par exemple on a fait 0 points d'attaque. Les points de défense, on peut voir qu'on s'est pris beaucoup de flags. Et les points de SLA, donc le fait de est-ce que le service est en vie ou il est mort. Voilà. Et donc, il y a aussi des couleurs. Bon, là, on ne voit pas trop parce que tout est vert, parce qu'on est très fort. Donc, bien entendu, on avait tout qui était en SLA partout. Mais donc, quand le service est down, souvent, ça devient un rouge. Et quand le service est en train d'être up, ça devient orange. Il faut savoir que ça peut faire des belles petites couleurs à la fin. Et du coup, comment ça fonctionne notre infrastructure? Bon, c'est un bordel, globalement. Il faut savoir que bon, ça, c'était une photo qui était prise au deuxième CTF, mais au premier CTF, on était directement branché à un switch, qui était elle-même branchée à une machine. Donc c'est vraiment un bon bordel sur une table, au fond du lab FRS. C'est assez rigolo. Et du coup, on va vous expliquer un peu plus en détail ce qui se passe dans l'infrastructure. Parce que du coup, nous, on est ici. Donc là c'est moi, et là c'est Lies. Et du coup, nous deux, on a accès à une vulnbox qui s'appelle du coup la vulnbox de notre équipe. Et du coup, ça c'est donné par le CTF qu'on a fait. Donc le premier s'appelait EnnoWars. Donc c'est EnnoWars qui fournissait la vulnbox. Et du coup, nous, on peut se connecter à cette machine. Donc on peut faire ce qu'on veut sur la machine. Et sur la machine, on a du coup les services qui tournent, qu'on doit réussir à patcher, et aussi du coup qu'on devra attaquer pour chez les autres. Et ensuite, du coup, cette machine, elle est connectée à un routeur, mais ça, on n'a plus accès. À partir d'ici, on n'a plus accès. Vas-y. Et du coup, attention, du coup, tous les autres joueurs, ils sont aussi sur d'autres vulnbox. Et chaque routeur est connecté entre eux. Enfin, ça, c'est eux qui se débrouillent. Et puis après, on a les serveurs d'EnnoWars sur lesquels on peut push les flags, donc aller mettre les flags ou aller regarder le scoreboard ou les choses comme ça. Mais du coup, il faut savoir que il y a une partie du CTF d'attaque défense qui joue aussi sur la chance. Parce que si on est sur le routeur 2, demandez à Monsieur Poustouflant qui est là-bas, ça marche moins bien. Ce qui s'est passé pour la petite histoire, c'est le routeur 2, en plein milieu du CTF, il a reboot. Parce qu'il y a quelqu'un qui a débranché la prise. Et du coup, toutes les équipes qui étaient là, elles n'avaient plus l'accès. Et tant pis pour eux. Ça nous a pas mal aidé pour gagner des points. C'est comme ça qu'on a avancé. Ok. Et du coup, nous... Ouais, vas-y. Donc là, concrètement, ce qu'on a, c'est qu'on a essayé de faire l'infrastructure as code, pour un peu mieux déployer notre infrastructure, justement. Parce que la grace période est en général d'1 heure, donc c'est très rapide. Donc si on commençait à déployer les services, on va dire, qui ne sont pas dépendants justement des compétitions, il y en a, on va en parler un petit peu. Donc c'est pas forcément pratique de les déployer à la main. Donc si on a des scripts qui permettent de le faire directement, c'est pratique. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a aussi quelques autres configurations, des VPN, ce genre de choses. Donc on a utilisé Ansible. Et du Terraform aussi un petit peu. Oui, Terraform. Mais du coup, le but, c'était vraiment d'automatiser tout ça pour que ça nous prenne le moins de temps possible. On va voir après que finalement, ça nous a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais c'est un autre problème. Du coup, maintenant, on va vous parler de notre logistique. Donc alors, notre logistique, globalement, c'était ça. Donc, globalement, on dormait. Voilà. C'est une très bonne logistique, franchement, ça aide. Ensuite, pour nous entraîner vraiment à faire un bon CTF, on a fait du renseignement en origine source ouverte. Pour la première étape du renseignement en origine source ouverte, on a d'abord essayé de regarder quelles étaient les équipes qui étaient contre nous. On a vu que déjà, il y avait beaucoup d'équipes nationales. Donc déjà, ça voulait dire que on était dans la merde. Et ensuite, on avait des Russes. Bon, jusque-là, on ne savait pas trop quoi en faire. Et ensuite, on avait beaucoup d'autres équipes françaises. On s'est dit que du coup, il y a ECSC, Team France, qui est du coup l'équipe nationale. Il y a The Flat Network Society, qui sont globalement 7e mondial sur CTF Time. Donc globalement, on ne pouvait pas les toucher. Il y avait une autre équipe, on ne savait pas trop qui c'était. C'est une autre université, on s'est dit, on va essayer de gagner contre eux. Et après, on a du coup essayé d'aller un peu plus loin dans notre ressaut. On a essayé de retrouver la Team France pour essayer de les battre. Et du coup, on les a réussi à les retrouver. Bon, malheureusement, pour des soucis de légalité, on n'a rien pu leur faire, ni les emprisonner, ni rien. Donc, malheureusement, ils ont pu participer au CTF. On a quand même pu gratter pas mal de tips de la part de Poustouflant. Merci beaucoup à Poustouflant, d'ailleurs. Alors, donc comment ça se passe quand on arrive en CTF d'attaque défense, quand on a 1 heure pour mettre en place la vulnbox? Tout d'abord, la première étape, c'est mettre un pare-feu. Premier CTF d'attaque défense, on n'a pas mis de pare-feu, parce qu'on avait oublié. Mais n'oubliez pas de mettre un pare-feu, c'est une bonne idée. Et pareil, un truc tout bête, c'est changer les permissions du /SSH/authorize key du root. C'est un truc tout bête, hein, mais ça peut être utile.
On vous expliquera un peu plus tard pourquoi. Ok. Ensuite, du coup, pour chaque service, parce que du coup, on a un dossier slash service, et du coup, on a plein de services dedans. On arrive, ils sont down. Du coup, on les up, on essaie de comprendre ce qui se passe. Et puis, avant de les up, il faut faire 2-3 trucs. Donc, par exemple, essayer de tous les push sur Git, comme ça, on voit qu'est-ce qu'on a modifié, et on sait, une fois que le service il est rouge, on comprend pourquoi est-ce qu'il est rouge. Parce que du coup, on comprend pourquoi est-ce qu'il est cassé, et pourquoi il n'y a plus rien qui marche, on peut comprendre. Et du coup, aussi, dans ces services, souvent, les bases de données, le mot de passe, c'est Toto1345 ou password. Du coup, il faut penser à le changer avant, parce que sinon, le Docker, il est cassé. Il faut aussi surveiller toutes les permissions. On verra plus tard pourquoi exactement, mais enfin, vous vous en doutez, je pense que si un... Ouais, voilà. Et il faut isoler les ports de certains services, parce que si la base de données est directement accessible, c'est un peu plus simple pour récupérer les informations qu'il y a dedans, souvent. Ouais, vas-y. Ensuite, on a la ferme d'attaque. Donc, c'est un outil très pratique qui justement permet de répliquer les attaques sur toutes les équipes, à chaque tick. Donc, c'est très pratique pour justement, dès qu'on trouve une attaque, pouvoir l'envoyer à tous les ennemis, quoi. Donc, c'est quelque chose d'assez sympa à mettre en place. Et donc, la configuration, elle est assez simple. Il suffit juste de mettre les IP que l'on veut attaquer et enlever notre IP. Ce serait bête de mettre notre IP dans la ferme d'attaque et de justement faire l'attaque sur notre infrastructure. Ce serait vachement dommage. C'est arrivé à certaines personnes, on ne donnera pas de nom, mais il se trouve là-bas. Oui. Donc là, on va rentrer un peu dans les techniques interdites en CTF d'attaque défense. Donc une première qu'on a pu implémenter, c'est justement... Du coup, juste pour les techniques interdites, c'est les techniques qui sont mises en place pour essayer de vraiment bloquer tout type d'attaque, mais genre la grosse partie des attaques. Le but des attaques, ça va être vraiment de répliquer toutes les attaques sur toutes les teams. Donc si on change un mini truc, souvent ça peut faire changer l'attaque et du coup les gens n'arrivent plus à nous attaquer. Voilà. Donc malloc, ça permet d'allouer de la mémoire. Mais du coup, si on arrive à changer le comportement et à allouer beaucoup plus que ce qui était initialement prévu, en fait, les gens qui ont essayé de faire des dépassements de tampons, quand ils vont tester sur le service qu'eux, ils ont pu télécharger, ça va marcher. Donc voilà, ils vont utiliser l'attaque. Mais si on met plus de place, on va pas réussir à faire un dépassement de tampon. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Hein. On a utilisé LD Preload et DLM-Sim pour justement récupérer malloc et faire en sorte qu'il alloue beaucoup plus de mémoire que ce qu'il faut. Au cas où, les dépassements de tampons, c'est les buffer overflow pour ceux qui... Voilà. Ensuite, si on se fait tellement attaquer que finalement, c'est pas rentable d'avoir les services, on peut juste rediriger le trafic vers une autre équipe. Comme ça, eux, ils se prennent la totale et nous, au final, on perd pas tant de points que ça sur les attaques pendant que, justement, on comprenne les vulnérabilités qu'ils ont utilisées pour nous attaquer et pouvoir patcher et ensuite remettre en place nos services. Et oui, on peut aussi modifier des binaires sur des exploitations binaires, par exemple. On peut penser à utiliser /bin /sh ou /bin /4 pour exfiltrer la donnée ou avoir un shell. En fait, si on change ces binaires sur les machines, l'exploitation, elle ne marchera pas. Donc, c'est aussi une bonne technique à mettre en place. Après, à savoir, c'est que faut modifier les binaires, mais il faut quand même avoir des noms un peu cohérents. Parce que nous, par exemple, notre premier CTF d'attaque défense, on avait pris le /bin /4, on l'a renommé en systemd-network. Sauf que du coup, personne ne savait ce que c'était 4. Et du coup, on galérait à utiliser 4. Et du coup, en fait, on s'est plus bloqué que les attaquants, parce que de toute façon, les attaquants, ils arrivaient quand même à nous attaquer. Ensuite, du coup, on va passer aux injections SQL. Pour les engins, je ne sais pas si on a beaucoup, mais vous avez fait la piscine de SQL. Vous avez fait la piscine de SQL il n'y a pas longtemps. Un truc tout con pour éviter les injections SQL, c'est en fait, on remplace les guillemets simples par des guillemets doubles, et du coup, ça bloque la moitié des attaques. Déjà, c'est plutôt pratique. Ou l'inverse, du coup, sur le type de guillemets. Mais voilà, ça bloque la moitié des attaques. Ensuite, il y a un autre truc qui peut être rigolo à faire. C'est quand on lance des attaques, le but c'est de savoir qui t'a attaqué pour pouvoir le bloquer quand on est défenseur. Okay, du coup, en fait, on peut essayer de fingerprint les gens, d'essayer de savoir qui est qui avec leurs attaques. Et du coup, si telle personne t'envoie toujours une attaque en très peu de secondes et te répond à chaque fois en très peu de secondes, en un temps exact de secondes, tu peux savoir exactement qui c'est. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est essayer de rajouter de la latence sur les attaques pour essayer de faire en sorte que le défenseur, ils peuvent pas te bloquer juste parce que tu attaques en 0, tu réponds en 0,033 millisecondes. Je sais pas si c'est très clair. Ok, et du coup, il y a une autre strat, qui est la strat ultime, c'est réimplémenter TCP. C'est tout simple, non? Faut savoir que du coup, ça complique un peu les exploitations qui passent par le réseau. Les seuls gens qui font ça, globalement, c'est les Russes, c'est les seuls.
Mais voilà, ils l'ont fait. Donc pour le setup, donc ça c'est le premier CTF attaque défense qu'on a fait, donc c'est le Eno Wars. Donc on s'était posé au lab SRS tranquillement. Donc là on voit le PC de Paul. Il faut dire qu'on est branché. Ouais, Ah oui, on est branché sur le Switch, vu que c'est le premier CTF. Et là on voit sur l'écran le scoreboard. Donc là on voit un peu le logo SRS. On grimpe dans le scoreboard, on est trop content. Faut savoir que globalement, à la fin du... Bah, on vous racontera après. Mais globalement, là, à ce CTF-là, on était tous branchés sur un Switch, qui était lui-même branché sur un Switch, qui était lui branché sur un serveur. Parce que du coup, bah, voilà quoi, ça peut arriver que les câbles sont mal branchés et du coup, ça casse tout. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a setup un IDS IPS, donc on a setup un qui est giga bien sur Ekata. Spoiler, on l'a setup, mais bah, du coup, on a oublié le setup pendant la phase de setup. Après, on a mis des gens à setup l'IDS, mais en fait, bah, ça a pris genre 2-3 heures. Et globalement, à la fin, il était toujours pas setup, il bloquait rien. Donc, bah, là, on a perdu beaucoup de temps. À la fin, on a réussi à le setup et tout s'est bien passé. Enfin, une fois qu'on a le setup, on a vraiment vu la différence. Une fois qu'on a mis quelques règles sympas, on a vraiment bien vu la différence. Il faut savoir que du coup, nous, sur Ekata, on l'a connecté à Shovel. Shovel, c'est quoi? C'est un petit outil qui permet. Bon, attendez, limite, on fait une petite démo en live. Ah, on ne fait pas de démo en live, si vous faites une démo en live. Qui permet du coup de voir chaque paquet réseau qui arrive et de pouvoir voir exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Bon, là, on ne comprend pas grand-chose, mais si par exemple on met un petit filtre et qu'on prend allez, les paquets HTML, donc ça sera un peu plus clair, et que le Docker est up. Bon, bah le Docker n'est pas up. Si, il est up. Ah, voilà. Ok. Bah, du coup, là, en fait, on peut voir un peu ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe quand les gens nous attaquent. Donc, c'est hyper important pour pouvoir débugger, parce que bah, là, du coup, on sait qu'il y a un mec qui a essayé de nous attaquer, qui est arrivé sur cette page-là, et là, du coup, il a eu un flag. Donc ça, du coup, c'est le format des flags à ce CTF-là. Voilà, ça rappelle des souvenirs à certains là-bas. Mais nous, on n'avait pas tout compris au début, mais on vous racontera ça après, mais on n'avait pas compris que c'était ça le format des flags au début. Mais c'est hyper pratique, du coup, pour voir exactement qu'est-ce qui se passe dans chaque requête, voir vraiment quelle data est envoyée. Là, on ne comprend pas grand-chose, mais il se passe des choses, et on comprend ce qui se passe un peu plus que bah, si on n'a rien, quoi. Là, je vais arriver. Ok, et du coup, à savoir, pour le début de la CTF, du CTF, globalement, on était branché sur le réseau de Tecom, et faut savoir qu'il y a un Tecom qui avait débranché le switch pour le changer par un meilleur switch, parce qu'il avait oublié de nous rebrancher. Du coup, on n'arrivait pas à se connecter au CTF, à la Villebox, donc voilà. Ça, c'était une... Ok, maintenant on va reparler du format de flag, parce que dans la documentation des Wars, il y a marqué le format de flag, c'est ça. Donc nous, on s'attendait à voir ça. Spoiler, pendant les premières demi-heures, on n'a pas vu ça. Donc on était un peu perdus. Mais du coup, ouais, c'était du brainfuck. Et c'était sympa, mais du coup, au début, on n'a rien compris. Ah, pardon. En fait, Shovel, c'est très pratique parce qu'on peut le configurer et lui dire que même avec le brainfuck, si on arrive à bien le configurer, il peut le détecter. En fait, Shovel, il peut détecter par exemple les flags in et flags out sur le réseau. Donc en fait, le fait qu'on n'ait pas compris ça, on voyait pas de flag out. Donc on voyait pas quand on se faisait voler nos flags. Donc c'était très compliqué de comprendre en fait comment on se prenait des attaques. Donc voilà, le format était un peu vicieux. Ça, c'est un graphique de notre position en fonction du temps. Donc là, on peut voir que c'est le début, c'est le moment de setup, le moment où on n'avait pas accès. Pardon, c'est un peu après le début. Mais globalement, à ce moment-là, il y avait la moitié du groupe qui ne comprenait pas encore comment se SSH à la machine. Donc c'était un peu compliqué. Ça, c'est le moment où on a essayé de setup sur Ekata. Et ça, c'est le moment où on a vraiment setup sur Ekata. Et on peut voir qu'après, une fois qu'on a mis en place sur Ekata, je ne sais pas ce qui s'est passé, on peut voir que bizarrement, notre place, elle a bien été améliorée, bizarrement. Voilà. Et il faut savoir qu'à la fin... Attends, reviens. Hein. À la fin, il faut savoir qu'on a essayé d'attaquer, mais on n'a pas trop réussi, mais on a essayé. Mais du coup, à la fin, vraiment, l'ambiance, c'était... on regardait le classement et on faisait bravo quand on dépassait une équipe. Ouais. Et du coup, ça, c'est le classement des équipes françaises comparé à la meilleure équipe. Donc, il faut savoir que en jaune, du coup, c'est l'équipe ECSC, donc France, donc qui est du coup l'équipe française. On peut voir que on les a
On les a bien collés au final. Franchement, on n'a pas été trop mal. Et en bleu, bah, du coup, c'est la première équipe, en bleu foncé, pardon, c'est la première équipe, l'équipe des Russes, qui était globalement les premiers à la fin. C'était les plus forts. On vous expliquera après pourquoi. Et globalement, on peut voir que, bah, en vrai, on s'est pas trop mal débrouillé. Parce qu'à la fin, on est quand même bien remonté. Pour un premier CTF d'attaque-défense, franchement, la perf était vraiment pas mal. Bon, après, à la fin, nous, c'était. Pardon, ouais. À la fin, du coup, c'était juste. On a polissé et c'est tout. Et donc là, on peut voir un scoreboard. L'infrastructure des organisateurs a des petits soucis. Donc là, on voit que tous les services sont en rouge. Pourtant, bah, c'est pas la faute des équipes. Hein, c'est juste les organisateurs. Ils ont un petit problème sur un routeur. Donc voilà, ça, pas mal de rouge. On peut voir que l'équipe française était quand même bonne, très, très forte au début. Malheureusement, on va dire que c'est à cause du routeur 2. Ils sont descendus. En vrai de vrai, ils sont juste mauvais. Hein, mais il ne faut pas le dire. Mais ouais, non, on peut voir du coup que globalement, bah voilà. Bon, il s'est passé quelques petites choses pendant justement nos setups d'attaque-défense. Donc là, c'est un peu nos skill issues. Hein. Donc premièrement, bah, on a débranché notre switch. Donc, bizarrement, bah, il n'y a plus rien qui marchait. Bizarre. Ouais, petite erreur, ça arrive. Ensuite, bah, on ne sait pas faire de règles sur Ekata. Donc quand sur Ekata est arrivé, on a commencé à faire des règles. Bah, on bloquait le bot. Donc bah, le bot il disait bah, votre service il marche pas. Après, Bizarre. pour notre excuse, il y a un professionnel des attaques-défense qui se trouve là-bas, je ne sais pas qui c'est, qui nous a dit les requêtes Python, c'est jamais fait par un bot, c'est toujours les attaquants. Donc nous, on a commencé à bloquer les requêtes Python et bizarrement, bah, il y avait tout qui était rouge après. On n'a pas trop compris pourquoi. Ça partait d'une bonne idée hein, de bloquer justement avec les user agents de Python request. Mais bon, le bot utilisait ça. Donc, on s'est fait avoir plusieurs fois avec ça. Ensuite, bah, on a galéré à faire marcher sur Ekata déjà au début. Donc bah, on a perdu tellement de temps là-dessus, bah, on n'a pas pu faire autant d'attaques qu'on voulait. Et, bah, comme il bloquait rien, bah, on se prenait toujours les attaques. Donc bah, maintenant, moi, on sait comment ça marche sur Ekata. Et ouais, on perdait un paquet sur 4 aussi, mais merci le réseau des Télécoms. Hein. Ça c'est juste au deuxième CTF, on vous en parlera un petit peu plus après. Mais ouais, globalement, il y a un CTF où ça s'est un peu moins bien passé. Et du coup, maintenant, on va vous mettre le point de vue des Russes. Donc les Russes, pour l'instant, eux, ce qu'ils ont fait, bah, c'est qu'ils ont regardé les Dockerfiles, contrairement à nous qui ne l'avons pas assez regardé, visiblement. Ils ont vu un endroit, bah, privilège égale true. On sort qu'il y avait vraiment beaucoup de fichiers. Donc en vrai, c'est assez compliqué de le voir. Et bah, pour ceux qui ne savent pas, privilège égale true et sysadmin, c'est plutôt pratique pour faire des trucs sur une machine Docker, sur une machine quand c'est un Dockerfile. Et bah, du coup, bah, globalement, on peut j'ai failli. Après. On peut bah, du coup faire comme il dit, donc mount le file system en entier, globalement, dans le Dockerfile, et bah, du coup rajouter sa classe SSH. Et du coup, après, avoir un accès SSH chez tous les autres. Il faut savoir qu'au meilleur de leur temps, ils avaient un accès SSH chez 79 équipes. Il faut savoir qu'il y avait à peu près 130 équipes, dont une trentaine qui ne jouaient pas. Donc, vraiment, c'était pas trop mal. Mais ouais, du coup, enfin, ils étaient forts. Ils pensent pas comme nous on pensait à pawn les services, bah, eux ils pensaient à pawn les équipes, carrément toute l'infra. Et du coup, si vous voulez un petit fun fact, attends, vas-y, passe là-dessus. Bon, du coup, ça c'est nous pour le step d'attaque défense qu'on s'est rendu compte à la fin. Mais du coup, si vous voulez un petit fun fact, les Russes, globalement, ils ont même pensé à fixer certains services des autres pour qu'il n'y ait que eux qui aient leur flag. C'est là que ça devient rigolo quand même. Parce que du coup, ils réparaient les autres pour pouvoir être devant les autres. Enfin, c'était des génies. Mais ouais, non, du coup, nous, pendant le CTF, bah, globalement, on n'avait rien vu. À la fin du CTF, il y a Poustouflant qui nous a dit et d'ailleurs, il y a les Russes qui ont pawn la moitié des gens. Nous, on a fait en mode ah, ouais, bon, on n'a rien vu. Nous, on a... Ouais. Voilà. Ouais, donc les conseils un peu qu'on aimerait donner, qu'on aurait voulu mieux appliquer aussi. Préparer l'infrastructure, oui, on l'a préparé, mais je pense qu'on l'a pas assez testé. Pour avoir une petite infrastructure qui soit plutôt pas mal en système d'attaque-défense, il faudrait une ferme d'attaque. En fait, ça permet beaucoup trop facilement d'attaquer les autres équipes, juste en faisant son script d'attaque, et juste en le mettant dans la ferme d'attaque, ça va attaquer toutes les autres équipes, donc ça va assez vite. Une sonde réseau bien configurée, pas comme nous du coup. Donc, du coup, on voit vraiment les attaques qui arrivent sur notre réseau. Déjà, ça nous permet de comprendre ce qui se passe sur notre réseau. Ensuite, de comprendre les vulnérabilités qui se passent justement sur les services. Parce que soit on les cherche directement sur les services, soit on voit que les gens les utilisent chez nous. Et
aussi un IDS IPS, pardon, justement dès qu'on voit un peu des indicators of compromise, de pouvoir justement faire des règles qui les bloquent. Par exemple, si on voit qu'il y a une string particulière qui est utilisée dans une attaque, on peut la bloquer dans l'IDS IPS, et donc ça permet d'éviter que l'attaque fonctionne sur le réseau. Ensuite, pour garder des points, la disponibilité, c'est, j'ai l'impression, ce qui rapporte le plus de points assez facilement. Juste avoir ces services de hub, ça se fait pendant la grace période. C'est à privilégier avant d'attaquer. Ensuite, bien configurer et tester son infrastructure. Nous, on ne l'a pas assez fait, on comprenait aussi mal les formats de flag. Du coup, on ne voyait pas les flags. Aussi, apprendre à faire des règles IDS, IPS, ça peut être pas mal pour éviter de bloquer, pas savoir. bloquer le bot sur son infra ou ce genre de choses. Ok, et du coup maintenant on va passer au deuxième CTF d'attaque défense. Donc alors, pour le deuxième CTF d'attaque défense, donc on a fait le Faust, et vraiment le concept il est un petit peu différent. C'est-à-dire que cette fois, il ne nous donnait pas la vulbox, mais c'était, nous on devait l'héberger, ou en tout cas on peut prendre un cloud provider. Donc ce qu'on a fait, c'est nous, on est des épita, quoi. On a envie d'avoir notre petite machine et mettre notre serveur, et de s'amuser avec, tu vois. Et on l'a branché du coup au VPN, donc jusque-là tout va bien. On a réussi à avoir un accès réseau grâce au Télécom, donc merci à eux. Ce qu'on s'est dit aussi, c'est afin de limiter les Russes qui pourraient pawn la machine entière, on s'est dit, si on mettait une VM par service, bon, c'était une bonne idée en soi. En pratique, c'est bien plus complexe à mettre en place, donc bien plus complexe à mettre en place, vraiment, vraiment beaucoup plus complexe. Et du coup, il n'y a pas de slide après. Et du coup, ce qu'on a fait, donc c'est, on a fait un setup comme ça. Donc il faut savoir que du coup, on a essayé de commencer le CTF d'attaque défense. Donc tout s'est bien passé, mis à part que on perdait des points, on comprenait pas trop pourquoi. Enfin, on n'avait pas encore réussi à mettre lors du setup, on n'avait pas du tout réussi à mettre nos services par VM et on n'avait pas bien rerouté le réseau, donc c'était un bordel. Donc au final, on a changé carrément en plein milieu du CTF. On est parti sur une VM avec tous les services. Du coup, ça s'est mieux passé. Et puis à ce moment-là, on a regardé un peu la SLA qu'on avait, et puis du coup, on n'avait pas beaucoup de points en SLA vu que on était clairement down avant. Mais après, on a commencé à regarder et on a vu que on était toujours rouge. On ne comprenait pas pourquoi. Puis après, on s'est mis à enquêter un peu pourquoi on était toujours rouge, parce que nos services étaient up, ils allaient bien. On n'avait rien touché au code, donc non, ça devait marcher. Sauf si tous les services étaient cassés, mais bon, ça paraissait un peu gros. Et puis en fait, on a commencé à regarder un peu notre réseau. On a vu qu'il y avait un paquet sur 4 qui globalement passait. Donc on s'est dit, il y a un petit problème, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un paquet sur 4 qui passe. Comment on fait? Du coup, on essaie de regarder pourquoi, mais faut savoir que du coup, notre réseau était chez les Télécoms, donc on suppose que du coup, les Télécoms, ils avaient aussi envie de s'amuser pour le STF. On sait qu'ils ont fait une infra avec du coup, plusieurs câbles qui étaient branchés en même temps, du mesh. Sauf que ce qui s'est passé, en fait, c'est que du coup, ça n'a pas marché, on pense, et on suppute que du coup, leur infra, elle tenait pas, en fait, et que du coup, on perdait tous les paquets à cause d'eux. Mais bon, la conclusion de ce STF, c'était, je cite une Télécom, n'ostez pas votre infra chez les Télécoms. Voilà. Donc ce STF, globalement, c'était un bordel, et on a fini très loin du classement. Très, très, très loin. Je crois que je les questions. Donc merci à vous de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des interrogations? Attends. T'as rien compris là. Hello. Qu'est-ce qui t'empêche de préparer ton infra et de mettre déjà un Suricata, un Wazoo Ah mais rien du tout, mais malheureusement en SRF on a beaucoup de boulot. Et souvent on aime bien faire les choses en dernière minute, enfin moi particulièrement. Fair enough. Et vu que c'est moi qui faisais l'infra, on la setup 5 minutes avant parce que c'est quand même beaucoup plus rigolo. On avait quand même des choses qui étaient pas mal préparées. On avait de l'automatisation pour les services, on va dire, qui sont utiles, comme la ferme d'attaque, la sonde réseau, le suricata. Je pense que maintenant il est aussi automatisé. Okay. Après, en fait, pendant la grace période, c'est qu'à ce moment-là que tu sais pour les autres services qu'on te donne. Donc là, ça peut peut-être poser des difficultés. Il y a certains services. Alors nous, on n'a pas eu, mais il se peut que par exemple ton service soit un binaire. Et le binaire,
Peut-être qu'il faudrait trouver une autre méthode que juste run le binaire sur la machine. Donc, ça peut prendre du temps sur certains services. Et, oui, aussi, on a la flemme. Les CRS, Ok, mais du coup, bon. tout ce qui est vraiment niveau réseau, tu peux déjà tout préparer en amont. Ouais, mais en et soi, alors, tout est de leur côté. En réseau vraiment bas niveau, on n'a pas tant d'équipement que ça. Hein. En soi, ce qu'il faut se dire, c'est que tout est de leur. Enfin, genre pour le Faust, l'Enowards, pardon, le premier STF qu'on a fait, c'est ils nous donnent la machine 1 heure avant. Donc nous, on n'a pas accès 1 heure avant. Donc déjà, ça Et complique. tu es obligé de tout faire sur cette machine-là. Bah, du coup, non. Nous, on avait notre son de réseau et notre ferme d'attaque qui était sur une autre machine. Mais du coup, ça, on l'avait en vrai préparé. Mais juste, faut connecter les deux machines ensemble et en fait, ça prend un peu de temps. Et du coup, c'est ça. Pour le deuxième CTF, en vrai, on avait à peu près tout préparé. Mais en vrai, on n'avait pas testé et du coup, ça marchait pas. Ok. Mais on avait à peu près tout préparé en vrai. Ok, super, merci. T'inquiète. Pourquoi os sur l'infra Je suis des télécoms alors que ça pourrait être sur l'infra SRS? Ben, je crois que toi, t'es route TCRS et bah, tu nous as pas aidé. Voilà pourquoi. Merde. Ah, ça va dans ce cas. Non, en vrai, on avait besoin d'un accès à un point réseau histoire d'eux, et du coup, bah, les télécoms nous ont Il faut une gentiment, IP publique, quoi. Enfin, préférablement. vous n'avez pas à l'époque, c'était le bordel. Avant, vous en aviez pas. Voilà. Est-ce qu'il y a, genre, je me demande un peu, pour me faire une idée, quelle taille à peu près est-ce qu'a fait l'infra que vous devez défendre? Et est-ce qu'il y a tant de vulnérabilité que ça? Bah, en vrai, vas-y, je réponds en fait. Alors, pour déjà le nombre de services, je pense qu'il y en a une dizaine par CTF, à part si je me trompe. Je crois que Paul est en train de vérifier. Sinon, pour les vulnérabilités, ça peut être un peu de tout. En fait, chaque service a un peu son type de vulnérabilité. Tu as des services où ça va être des failles web, injection SQL, ce genre de choses. Tu peux avoir des services où ça va être des failles cryptographiques. Par exemple, pas le bon type de chiffrement utilisé, ce genre de choses. Bah, après, bon, ça, c'est assez rare. Pour l'instant, on n'en a pas trouvé des challenges cryptographiques. Bon, alors, on les a pas vus, les vulnérabilités. Techniquement, il y a aussi de l'exploitation binaire, mais ça, personnellement, j'ai pas vu. Moi, c'était surtout vraiment du web et des erreurs de logique aussi. Il y a des erreurs de logique qui font que, par exemple, tu peux accéder à quelque chose alors que tu n'y avais pas forcément accès juste par erreur de logique dans le code. Ouais, du coup, bah, par exemple, là, du coup, j'ai montré du coup, le Enowars, donc c'est le premier CTF qu'on a fait. Donc il y avait 7 services là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, un peu plus. Ouais, pas trop non plus. Ouais, il avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il avait une petite dizaine. Et du coup, il faut savoir qu'à chaque service, en fait, il y a ça là, du coup, j'ai ouvert un seul service. Et enfin, il y a beaucoup de fichiers. Donc c'est vraiment un petit bordel quand même. Je crois que c'est même pas celui avec le plus de fichiers, j'ai vraiment pris au pif. Et il y a aussi des services qui sont implémentés dans des langages, on va dire, où on n'est pas forcément compétent. Ça, Je là, crois c'est qu'il y a déjà eu un du service Swift. en COBOL. Là, c'est du Swift déjà. Enfin, Et là, oui, là, c'est du Swift, c'est pas forcément. En tout cas, Est-ce moi, que- perso, je connais Est-ce pas. que quelqu'un la- connaît la tech. le Swift dans la salle? Je pense pas. Super. Mais non, franchement, il y a vraiment tous les langages et tous les. Enfin, il y a même. Là, par exemple, c'était un service où on avait juste un binaire qui était run. Enfin, on a vraiment de tout. Et donc, ouais, faut se dire que c'est quand même des gros trucs. Enfin, genre, par exemple, lui, là, on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de dossiers. Là, c'est du C#. C'est un bordel quand même. Et donc, ouais, c'est des assez gros services en vrai. C'est aussi pour ça qu'avoir une sonde réseau, ça peut être une très très bonne idée parce que si justement elle est bien configurée et qu'on peut justement voir les attaques, ça évite de regarder tout le code pour trouver une ou deux attaques. Si quelqu'un les utilise déjà sur notre infra, quoi. Donc ça peut aller beaucoup plus vite juste en regardant dans la sonde réseau. Voilà. Et donc il y a des moments, c'est donc les bots qui vont genre se créer un compte par exemple avec un certain nombre d'utilisateurs et il faut récupérer ce nom d'utilisateur pour. Voilà, c'est ça. En gros, les bots, ils vont interagir avec les services. Voilà, comme tu dis, ils vont créer des comptes. Si c'est une appli de notes, ils vont créer des notes. Justement, par exemple, on peut imaginer qu'ils créent une note avec le flag, mais qu'en fait, la note, il faut être connecté pour y avoir accès. Si tu trouves une vulnérabilité qui te permet de te connecter sans savoir les secrets de l'utilisateur, en fait, tu fais ton attaque et tu récupères le flag. Et ensuite, cette attaque, tu peux la mettre dans ta ferme d'attaque. Là, ça va l'automatiser sur toutes les équipes et là, tu fais pas mal de points. Et c'est quoi la meilleure vulnérabilité que vous avez réussi à trouver? Faut pas parler Bonne de ça. Faut pas parler de ça. vulnérabilité? C'est une bonne question en vrai. Je sais pas exactement quelle serait la meilleure, j'avoue. Mais là, par exemple, si tu vois l'écran,
simplement, ce qui se passe, c'est il se login et après il envoie des trucs en mode j'accepte un event en mettant le flag dans les notes. Tu vois. Et du coup, 2 tours après, le bot va vérifier que le flag est toujours là, qu'il est toujours bien là, qu'il peut toujours accéder. Et s'il peut accéder, il va bien te mettre tes points de SLI. Ok. Du coup, ça répond à la question que j'allais te poser. Qu'est-ce qui t'empêche, quand le bot vient mettre un flag chez toi, de le retirer? Mais ouais, du coup, il va vérifier, je crois, sur 10 tours, il doit y être, et après il le vire. Mais il le vire tout seul, en plus, il est sage. Je suis désolé pour la vulnérabilité, on se rappelle vraiment plus. Je saurais pas dire. En fait, surtout avec la sonde réseau, on avait réussi quelques attaques, du coup on les avait pas forcément comprises. Il n'y a pas besoin de les comprendre pour les répliquer. Mais ouais, pour la meilleure vulnérabilité, je pense que je m'en rappelle plus. Et du coup, ça, c'est le scoreboard final avec du coup les Russes qui ont, je sais pas si on voit beaucoup, mais ça va être compliqué à zoomer. Mais les Russes qui ont du coup 46 000 points, alors que le troisième a 32 000 points. Il faut vraiment voir que les Russes, ils avaient vraiment mis un bon écart avec les autres, globalement. Je peux répondre pour toi pour l'exemple de vulnérabilité qu'on peut trouver qui sont sympas. Cette année, après les CTF que vous avez fait, il y a eu le SAR CTF que vous n'avez pas fait, que j'avais fait avec du coup, la Flat Network Society. Et exemple de vulnérabilité qui était très sympa, il y avait un hébergeur, enfin un site qui te proposait de chiffrer toi-même tes données pour l'envoyer à tes potes. Parce que quand tu chiffrais tes données, ça rajoutait un message sponsorisé à ton message lorsque ton pote le déchiffrait, c'était très marrant. Mais il se trouvait que du coup, c'était chiffré avec un binaire qui avait directement le serveur HTTP dedans, plus toute la logique était planquée dans le binaire. Et les messages sponsorisés, il n'y en avait qu'un certain nombre, il y en avait quelques milliers, mais il y en avait qu'un certain nombre. Et en devinant le message sponsorisé qui était rajouté, ça faisait du clair connu et derrière tu pouvais faire une attaque cryptographique qui permettait de déchiffrer le message et ainsi déchiffrer toutes les communications de tout le monde en trouvant comment étaient générés les messages sponsorisés dans le message chiffré. Mais ouais, c'est ça. Nous, on n'a pas assez le niveau pour faire comme Poustouflant encore, mais on y progresse. Et du coup, il faut savoir qu'à la fin, quand même, on a fini très proche de la Team France. Donc, je pense qu'on peut être fiers de notre participation. Ça, c'est parce que leur routeur a lâché, mais il est presque. Du coup, avec ma question d'avant sur qu'est-ce qui t'empêche de supprimer le flag, est-ce que si jamais une équipe ennemie arrive à trouver un moyen d'accéder à toi, ta base de données, ils peuvent aussi supprimer les flags et te foutre en l'air tes SLA? Ok. Ah. En soi, ils peuvent, mais ouais. Hormis en... Ok. Je fais pas des DOS, des ennemis. Ok. Il faut savoir que du coup, avant chaque CTF, il précise un peu comment va être calculé le score de défense, d'attaque et de SLI. Voilà. Pour ceux qui se posaient la question. Bah écoutez. Bah, merci beaucoup.